Je suis doctorante en sciences politiques. J'ai été aussi ingénieure d'études CNRS sur les déserts médicaux, justement. Donc, du coup, je cherche à comprendre la stabilité de l'accès aux soins des sans-papiers en France et aux États-Unis. De 1970 à 2016, je me concentre uniquement sur les maladies infectieuses et sur le cas des étrangers adultes. Pourquoi les adultes? Tout simplement car en France, il n'y a pas de mineurs irréguliers. On considère que les mineurs sont de facto de manière légale sur le territoire, pour des raisons humanitaires. A l'inverse, aux États-Unis, ils n'ont pas de scrupules à estimer que des mineurs sont de manière illégale sur le territoire et qui sont donc expulsables. Donc par souci de comparabilité, je ne pouvais pas travailler sur les mineurs, donc je travaille sur les sans-papiers adultes. Et sur les maladies infectieuses uniquement. Pourquoi? Car si j'avais travaillé sur les maladies chroniques ou sur les maladies psychiatriques, ou psychologiques, j'aurais pas pu vraiment faire de comparaison car les États-Unis ont déployé moins de dispositifs sanitaires dans ces domaines-là que par rapport aux maladies infectieuses qui sont plus risquées pour eux que par rapport aux maladies chroniques. Pourquoi cette problématique? Deux constats. Le premier constat, c'est qu'il existe de vives polémiques sur certains dispositifs d'accès aux soins pour les sans-papiers en France et aux États-Unis. Des vives polémiques notamment dans les programmes présidentiels depuis les années 70. En France, il y a des polémiques très vives sur l'aide médicale d'État. Est-ce que vous connaissez l'aide médicale d'État? Qui connaît ici? Bon, bah voilà, très super. Donc l'aide médicale d'État, qui est l'équivalent de la CMU, l'actuelle PUMA pour les sans-papiers. Dans une moindre mesure en France, il y a aussi des polémiques sur la régularisation pour raison de santé. Est-ce que vous connaissez la régularisation pour raison de santé? Oui, à peu près. C'est donc la possibilité pour un étranger d'obtenir un titre de séjour s'il est gravement malade et s'il n'aura pas accès aux soins dans son pays de renvoi. Donc il y a possibilité pour lui de délivrer un titre de séjour s'il est très malade. Donc en France, polémique sur l'AME et la régularisation pour état de santé. Aux États-Unis, je travaille aussi sur la régularisation globale des sans-papiers parce que ça leur permet aussi d'accéder aux soins. Donc je travaille sur ce dispositif de régularisation massive. Aux États-Unis, il y a de vives, très très vives polémiques sur la régularisation massive, encore plus polémiques et plus vives qu'en France. Donc voilà, de vives controverses sur ces dispositifs. Il y a également en France et aux États-Unis de nombreuses réformes juridiques sur ces dispositifs, que ce soit la régularisation ou l'AME. Pour autant, en dépit des réformes et en dépit des polémiques, il n'y a pas énormément d'évolution juridique de ces dispositifs sanitaires pour les sans-papiers. Donc ma question, c'est pourquoi ça reste stable en dépit de réformes et en dépit de polémiques publiques. J'ai deux hypothèses de recherche. Très rapidement. La première hypothèse, elle se fonde sur une analyse de l'évolution juridique des dispositifs sanitaires que j'étudie. J'en ai une douzaine en France, une douzaine aux États-Unis. Et donc la première hypothèse, elle observe en France uniquement et pas aux États-Unis. Elle observe qu'en France, certains dispositifs juridiques, notamment la régularisation pour soins, font l'objet d'allers-retours juridiques. C'est-à-dire que du coup, lorsqu'on arrive à avancer des fois sur quelque chose de plus bénéfique pour les sans-papiers sur la régularisation pour soins, quelques années plus tard, il y a un retour en arrière et on supprime ces dispositifs. Il y a de nombreux allers-retours comme ça pour la régularisation pour soins surtout, et dans une moindre mesure pour l'AME, qui sous-entendent, en sciences politiques c'est comme ça qu'on l'entend, lorsqu'il y a des allers-retours juridiques, on suppose que des groupes d'intérêt sont derrière pour revenir sur un dispositif bienveillant. D'accord? Donc lorsqu'il y a des restrictions, en sciences politiques, on se dit qu'il y a des groupes d'intérêt qui reviennent pour revenir sur le dispositif bienveillant de base. Donc première hypothèse de recherche, c'était ça. Il y a des groupes d'intérêt derrière qui font que c'est stable dans le temps. Deuxième hypothèse, elle est issue de la littérature américaine parce qu'elle ne s'est pas développée pour le cas français. La deuxième hypothèse, c'est l'importance de cultures françaises et états-uniennes très différentes dans chacun des pays. Bon, ça c'est issu de la littérature scientifique. Donc de ces deux hypothèses, je travaille sur un pool de données. Je passe très rapidement, j'ai 4 types de données. Le premier type de données, ce sont des communiqués de presse, des communiqués publics, en tout cas des groupes d'intérêt, justement pour voir quelles sont leurs revendications dans chacun des pays. Deuxième pool de données, c'est la presse écrite. J'ai des milliers et des milliers d'articles pour chacun des pays. Troisième type de données, ce sont les données et les rapports parlementaires, pour savoir comment est-ce qu'on parle des sans-papiers dans ces deux pays. Et quatrième type de données, ce sont
les rapports publics de l'administration, donc ministère de la Santé surtout. Et enfin, en plus de ces 4 poules de données, j'ai donc une centaine d'entretiens du coup dans chacun des pays. Bon, méthode mixte, Quali-Quanti, je vous le développe pas davantage. Les résultats, ce qui nous intéresse le plus ici, 2 types de résultats. Premier type de résultat, c'est par rapport au groupe d'intérêt, justement, et le deuxième type de résultat, c'est par rapport à la culture. Le premier type de résultat, je me rends compte que la culture de chacun des pays agit directement sur les succès et les revendications des groupes d'intérêt. Je m'explique sur les succès des groupes d'intérêt. En France, il y a une très très forte influence de certains groupes d'intérêt, et notamment Médecins du Monde, qui a un énorme impact sur l'accès aux soins des sans-papiers. Et c'est pas que Kouchner, c'est vraiment, ça va au-delà de Kouchner à la proximité avec le ministère de la Santé. La CGT aussi a un fort impact, notamment sur la régularisation des sans-papiers. Donc en France, le succès des groupes d'intérêt, il s'explique donc par une forte influence de certains groupes qui sont très actifs. Il s'explique aussi par une proximité avec le ministère de la Santé qui est très forte. Les groupes d'intérêt français sont très très forts du ministère de la Santé depuis les années 70, et encore une fois, c'est pas que Kouchner, même si ça s'explique en partie. Troisième résultat pour la France aussi, enfin dans ce premier gros résultat, la presse écrite, et ça m'a plutôt interrogée dans ma thèse, et c'est ce qui m'a le plus, surprise, c'est que la presse écrite française est très bienveillante envers les sans-papiers, contrairement à la presse américaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la presse écrite française interroge beaucoup les groupes d'intérêt qui sont en faveur des sans-papiers. Et d'ailleurs, sur ce point, en France, tous les groupes d'intérêt que j'étudie, les groupes d'intérêt, ça va de la petite associative qui n'a pas un copec au lobby pharmaceutique. Je mets tout dans un même panier. En France, tous les groupes d'intérêt sont en faveur de l'accès aux soins des sans-papiers. Il n'y a pas d'opposants dans les groupes d'intérêt. Aux États-Unis, il y a quelques opposants très virulents contre la régularisation et contre l'accès aux soins des sans-papiers, ce qui n'existe pas en France. Bref, donc des groupes d'intérêt bienveillants en France, qui ont une forte proximité avec le ministère de la Santé et qui sont relayés largement par la presse écrite. Aux États-Unis, on n'écoute pas des associations de type MDM, on écoute des des organisations de type Chambre du commerce. La Chambre du commerce, c'est le groupe d'intérêt qu'on écoute aux États-Unis. C'est un énorme lobby qui relaye les intérêts notamment des plus gros business et pas des petites entreprises. Dans une moindre mesure, il y a le premier syndicat américain, AFL-CIO, qui est donc le plus gros groupe d'intérêt, le plus gros syndicat américain, qui est très écouté aussi. Or, Chambre du commerce et ce gros syndicat ne s'intéressent pas à l'accès aux soins des sans-papiers. Au niveau des revendications des groupes d'intérêt, maintenant, toujours dans ce premier gros résultat de ma thèse, grosse différence entre les deux pays. En France, on fait un lien très fort entre immigration et santé. Lorsque, par exemple, le gouvernement essaye de limiter la délivrance des titres de séjour pour soins, les groupes d'intérêt interviennent derrière pour revenir sur le dispositif bienveillant. Donc ça, c'est l'hypothèse qui est confirmée par ma thèse. Les groupes d'intérêt verrouillent. Dans une moindre mesure, parce que c'est plus dur pour eux, les groupes d'intérêt proposent aussi de nouveaux dispositifs sanitaires. Et grâce à ça, Médecins du Monde notamment a réussi à proposer des nouveaux dispositifs. Ils ont été très actifs pour la régularisation pour soins, qui est vraiment un des dispositifs qui a été proposé par les groupes d'intérêt. Ils ont été très actifs pour la création des permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, et très actifs aussi pour les CDAG, les centres de dépistage anonymes et gratuits, qui sont les actuels CGID. MDM, c'est une organisation qui est très influente et qui notamment a une éthique militante qui est la suivante: créer des expérimentations sanitaires de type PASS ou CDAG, puis ensuite se retirer pour faire en sorte que les autorités publiques la prennent en charge. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils expérimentent des dispositifs de type PASS ou CDAG, ils font du lobbying intense au niveau des autorités publiques pour que les autorités prennent en charge ces expérimentations, les financent publiquement, et ensuite, lorsque MDM s'assure que ces dispositifs sont pris en charge par les autorités publiques, ils se retirent en disant l'associatif n'est pas là pour compenser le manque de l'État, le manque d'intervention de l'État, l'associatif est là pour faire agir l'État. Donc une fois que ces expérimentations sont prises en charge par l'État, MDM se retire.
Et enfin, par rapport aux revendications des groupes d'intérêt, chose qui n'est pas visible par rapport aux États-Unis, c'est que les groupes d'intérêt français ont des liens très forts avec les partis politiques. Et il y a de très nombreux communiqués interorganisationnels qui sont rédigés et par les groupes politiques, et par les partis politiques, et par les associations. Et c'est grâce à cette proximité entre partis politiques et associations, proximité que nous sommes en train de perdre actuellement, mais c'est grâce à cette proximité entre partis politiques et associations qu'on arrive à faire avancer les choses et qu'on arrive à garantir la stabilité de l'accès aux soins des sans-papiers. Aux États-Unis, c'est complètement différent. On n'arrive pas à faire de lien entre immigration et santé. Ça se voit à différents niveaux. Les groupes d'intérêt, notamment, d'une part, les groupes d'intérêt qui sont spécialisés sur la régularisation et qui exigent la régularisation des sans-papiers, ne communiquent pas avec les groupes d'intérêt qui exigent l'accès aux soins des sans-papiers. Il y a un clivage très net entre ces deux thématiques. Les groupes d'intérêt d'origine catholique sont les seuls à faire un lien entre régularisation et accès aux soins, comparé aux groupes d'intérêt protestants. Et globalement, également, les groupes d'intérêt catholiques sont plus mobilisés sur l'accès aux soins des sans-papiers que les groupes d'intérêt protestants. Ce clivage entre immigration et santé, il s'exprime aussi au niveau des équipes parlementaires, au niveau du fédéral. C'est-à-dire que les équipes parlementaires, pour un même parlementaire, sénateur ou congressman, pour un même parlementaire, l'équipe parlementaire de ce parlementaire, qui est spécialisée sur la santé, ne communique pas avec l'équipe parlementaire qui est spécialisée sur l'immigration, alors qu'ils ont le même boss en commun. Et enfin, presque enfin, pardon, un des derniers résultats par rapport à ce clivage immigration-santé, mes enquêtés américains ne comprennent pas l'intérêt qu'il y a de régulariser un sans-papier lorsqu'il est malade. Ça leur paraît pas logique. Lorsqu'on vous dit, est-ce que ça vous paraît normal de donner un titre de séjour pour un sans-papier parce qu'il risque de mourir dans son pays de renvoi, les Américains disent c'est bizarre quand même de mélanger les deux. Non, pour moi je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que pour eux, il faut d'abord régulariser les sans-papiers massivement et ensuite éventuellement leur permettre d'accéder à la santé. Et encore, petite anecdote là-dessus, il y a débat aux États-Unis. Il y a débat, et notamment sur les personnes les plus bienveillantes que j'ai rencontrées, elles estiment que oui, une fois qu'un sans-papier est régularisé, on peut lui permettre d'accéder à la santé, mais pas directement. Il faut qu'il attende 3 ans, 5 ans légalement sur le territoire pour accéder à la santé, parce qu'il n'a pas encore prouvé qu'il méritait cet accès aux soins. Différence culturelle majeure. Et enfin, la conséquence de ce clivage entre immigration et santé est le suivant. Lorsque j'interviewe des personnes du ministère de la Santé, des personnes des agences fédérales de la santé, elles me répondent la chose suivante. Personne est venu réclamer dans mon bureau un accès aux soins de sans-papier. Personne, pas un groupe d'intérêt. J'ai jamais entendu quelqu'un me réclamer cet accès. Voilà. Ça c'est vrai aussi au niveau des parlementaires. Lorsque je suis dans les bureaux des parlementaires au niveau fédéral, ils me disent en gros, il est mignon votre sujet, mais moi j'y connais rien, et en fait personne n'est venu m'apporter son expertise sur l'accès aux soins des sans-papiers, car aucun groupe d'intérêt n'agit là-dessus. Deuxième résultat de ma thèse, en dehors des groupes d'intérêt, c'est la culture, du coup. Et ça c'est un des résultats qui, je n'invente rien, ça avait déjà été montré auparavant. France et États-Unis, deux cultures différentes, qui expliquent aussi cette sélection des groupes d'intérêt. Encore une fois, parce que la culture française est plus portée sur la santé, on écoute MDM, parce que la culture américaine est plus portée sur le politique libérale, on écoute la Chambre du commerce. Donc effectivement, en France, je montre que l'origine catholique est en partie responsable de ce clivage. L'origine catholique, elle explique, je vous avais parlé des groupes d'intérêt plutôt d'origine catholique qui se mobilisaient davantage, ça ressort là-dessus. L'origine catholique, elle est tolérante envers l'infraction. T'es venu illégalement, c'est pas grave mec, on pardonne. Nous, l'infraction, c'est pas si grave. Tolérance envers l'infraction d'une part, et l'origine catholique privilégie aussi l'égalité. Donc ce fameux universalisme. En conséquence, en France, on estime que la santé est un droit. Et vous allez le voir, c'est différent que les États-Unis. En France, la santé est un droit. En France, on ne va pas questionner le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, le médecin, il soigne, basta. A priori, jusqu'à maintenant.
L'origine catholique, elle se montre aussi par le soutien des églises lors des grèves de la faim des sans-papiers dans les années 70 jusqu'aux années 90, avec 96, Saint-Bernard et tout ça. Les églises catholiques avaient à cette période-là hébergé des sans-papiers. Il y avait aussi des grèves de la messe de minuit. Les prêtres refusaient de célébrer la messe de minuit en soutien aux sans-papiers qu'ils hébergeaient à cette époque-là. Donc voilà, une sorte d'inclusion française qui se place du point de vue du sans-papier. A l'inverse, les États-Unis, c'est l'exclusion américaine. L'origine protestante n'est pas tolérante à l'égard de l'infraction. En gros, ce que me disent mes enquêtés, ils sont venus illégalement, basta. Ils ne nous respectent pas, on ne les respecte pas. Et aussi l'origine protestante, du coup, qui favorise la liberté. Bon, ça c'est un peu grossier. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aux États-Unis, ils questionnent le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire, contrairement à la France qui estime que le serment d'Hippocrate, c'est l'obligation pour un médecin de soigner. J'ai aucun médecin dans mes enquêtés qui me disent oh, bah non, c'est la base, quoi. Quelqu'un débarque dans mon cabinet, je le soigne. Aux États-Unis, il y a tout un débat juridique entre juristes pour savoir si le serment d'Hippocrate contraint vraiment un médecin à soigner. On n'est pas sûr sur ce point-là aux États-Unis. En conséquence, la santé n'est pas considérée comme un droit, et il y a tout un débat juridique aussi pour savoir si la santé est un droit ou pas aux États-Unis. En conséquence, lorsque j'interroge les personnes les plus bienveillantes qui soient dans mes enquêtés, donc en général les personnes qui vous répondent en entretien, c'est ceux qui sont en général en faveur de votre sujet, et ben il s'avère que les enquêtés américains que j'ai eus vont dire oui, les sans-papiers méritent d'accéder aux soins, mais c'est pas parce qu'ils ont une simple valeur humaine qui fait qu'ils ont le droit d'accéder aux soins. Non, non, les plus bienveillants que j'ai vus dans mes entretiens et dans mes archives aussi, on met en avant le fait que le sans-papier est travailleur et qu'il rapporte de la thune au pays. Et c'est uniquement à ce titre-là, à ce compte-là, qu'on lui autorise d'accéder à la santé. Jamais on va vous dire oui, c'est parce qu'il est humain, donc il mérite la santé. Non. Donc c'est vraiment pas le même débat. Il y a bien sûr de l'opposition en France et aux États-Unis. Là, je termine sur mes derniers résultats et puis je conclus. L'opposition en France, elle n'est pas dans les groupes d'intérêt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est dans les parlementaires. Mariani, bon, notamment Mariani, Ciotti, ouais. Donc les parlementaires, c'est la principale opposition à l'accès aux soins des sans-papiers et il faut être vigilant là-dessus au niveau des parlementaires. Aux USA, ce sont certains groupes d'intérêt qui sont en opposition à l'accès aux soins. Je conclus là-dessus. Quel avenir pour l'accès aux soins des sans-papiers en France et aux États-Unis? Quel avenir? A priori, en France, je l'ai dit, donc les groupes d'intérêt sont influents pour trois raisons. D'une part, aucun groupe d'intérêt ne s'oppose à l'accès aux soins des sans-papiers. D'autre part, il y a une grande proximité entre groupes d'intérêt et ministère de la Santé. Et enfin, ces groupes d'intérêt sont largement relayés dans la presse. Mes enquêtés me disent la chose suivante. La presse, a priori, ça ne change pas. Il y a certains, type Le Point, Le Figaro, qui sont clairement identifiés, mais a priori, la presse continue d'être en notre faveur. Mais il y a une évolution. L'évolution, elle se fait à deux niveaux. La première, c'est la baisse de l'influence catholique dans la pensée générale, avec une sorte de puritanisme qui apparaît, notamment chez les médecins. Mes enquêtés me disent, groupe d'intérêt, enfin parlementaires, groupe d'intérêt confondus et médecins, me disent qu'il y a une évolution dans l'opinion publique, et une évolution dans les groupes d'intérêt, et une évolution chez les professionnels de santé. Dans l'opinion publique, bon, une sorte de droitisation, nanana. Dans les groupes d'intérêt, il y a une évolution. On ne réclame plus la régularisation massive des sans-papiers. C'est terminé. Et en général, on considère que c'est extrémiste de revendiquer la régularisation massive. Et je le vois notamment dans mes jeunes militants. Mes jeunes militants ne sont pas forcément tous en faveur de la régularisation massive des sans-papiers, alors que mes plus vieux militants le sont tous indéniablement. Donc ça touche nos propres militants. Et les médecins sont de plus en plus volontaires pour dénoncer au niveau de l'administration des sans-papiers. Ils sont de plus en plus volontaires pour leur faire des tests osseux, etc., etc. Ils sont volontaires pour les faire payer. Même les médecins agréés pour une régularisation pour soins, c'est-à-dire les médecins qui doivent donner leur avis pour dire oui, non, ils méritent un titre de séjour, même ces médecins, soit des fois les refusent, bien sûr, les refus de soins, soit les mettent en secteur 2, c'est-à-dire leur font payer quelque chose, alors que les gars n'ont pas de titre de séjour.
Et enfin, au niveau du cas français, je termine ensuite sur le cas américain. Sur le cas français, la deuxième évolution que j'observe, c'est la perte des prérogatives du ministère de la Santé en faveur du ministère de l'Intérieur. On l'a vu avec les DPM, la Direction de la Population et de l'Immigration, qui était avant dirigée par la Santé, maintenant elle est passée, bon, elle a disparu, mais elle est passée à l'immigration, à l'Intérieur. Et la régularisation pour soins, qui avant était gérée par les médecins de l'ARS, est maintenant passée au niveau de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est-à-dire, on passe du ministère de la Santé au ministère de l'Intérieur. La conséquence, elle est simple. De 2016 à 2017, 40% des titres de séjour pour soins en moins sur une seule année. 40%. C'est énorme. Or, les groupes d'intérêt avaient du poids parce qu'ils étaient au niveau en communication avec le ministère de la Santé. Maintenant, le ministère de la Santé, d'une part, il ne parle plus à mes militants. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Le ministère de la Santé est peu communicatif, en tout cas actuellement. Et les groupes d'intérêt sont peu communicatifs avec le ministère de l'Intérieur. Parce que l'Intérieur, il écoute les préfets, il n'écoute pas les groupes d'intérêt. L'Intérieur, si le ministère de la Santé écoutait les groupes d'intérêt, c'est parce que les groupes d'intérêt avaient une expertise sanitaire. Donc le ministère de la Santé avait besoin des groupes d'intérêt aussi pour avoir leur retour sur le terrain. Le ministère de l'Intérieur, il n'écoute pas les groupes d'intérêt. C'est pas ses prérogatives. Donc voilà, donc a priori une évolution qui va vers la dégradation en France, de par cette évolution des mentalités et cette perte aussi du ministère de la Santé. Aux États-Unis, a priori, je vise le statu quo, parce que de toute façon, immigration et santé ne communiquent pas. Et au mieux, aux États-Unis, on verra quelques régularisations ponctuelles, mais jamais de grosse régularisation massive, comme on a pu le voir en 86, qui a été détestée par de nombreux militants. Voilà, je vous remercie. Nous, on va vous parler de la caravane santé insoumise. Donc Alexis et moi, on est militants en France insoumise. On travaille dans la santé et du coup, on avait envie de se saisir de ces questions à un niveau politique. Donc on a créé un groupe de travail à Montpellier. On s'est inspiré notamment du livre national qu'a coordonné Frédéric Pierru. Et on avait envie de le décliner à un niveau local, adapté aux besoins de la population montpelliéraine et de la métropole. Donc pour nous, il était clair qu'on ne pouvait pas rester entre nous à réfléchir à ce sujet, à rester dans l'idéologie. Donc on avait envie d'aller voir les habitants de Montpellier. Pour ça, on s'est saisi d'un outil classique de la France insoumise qui est la caravane, donc là la caravane santé. Donc en fait, la caravane santé, c'est des consultations citoyennes. On passe de quartier en quartier pour aller demander l'avis aux gens, demander quels sont leurs problèmes. Donc en fait, on s'installe avec des tables, des documents de prévention, des petits jeux, et on va à la rencontre des habitants. On ne se positionne pas en professionnel, on est vraiment de citoyen à citoyen. Et en fait, la caravane, c'est un espace d'écoute et de parole. Donc nous, on leur apporte rien en particulier, on discute avec eux. Eux, en revanche, nous apportent leur expérience, quels sont leurs problèmes au quotidien en lien avec la santé. Et on voit souvent que ça dépasse même la santé, beaucoup de choses sont liées. Donc ça permet aussi de les politiser, l'air de rien, ils se saisissent de ces questions-là. Souvent la santé, on se dit c'est réservé aux experts, aux professionnels, mais on est tous usagers, donc on a tous notre mot à dire sur notre propre santé et le système de santé en général. Donc ces espaces-là sont propices du coup à la discussion, à la politisation des questions de santé. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir des données qualitatives, des témoignages, voir un petit peu quels sont les besoins à Montpellier, pour les Montpelliérains, la métropole, etc., en termes de santé. Donc voilà, je fais le tour. Alexis va nous faire un retour du coup des expériences qu'on a pu avoir au cours de ces consultations citoyennes et du lien qu'on peut faire avec les propositions sur lesquelles on travaillait le national. La prioritaire, c'était quel est l'accès aux soins. C'était notre angle d'attaque, quel est l'accès aux soins, avez-vous des problèmes d'accès aux soins, le temps d'attente, le médecin traitant, tout ça. La renonciation aux soins aussi, ça c'était une question importante pour nous. Donc on s'est rendu compte que c'était assez variable selon le quartier et il y avait des grosses variations selon le quartier. Par exemple à La Paillade, on a
Faïka, qui a 42 ans et qui a 4 enfants. Et du coup, elle nous a décrit, elle est la CMU. Et en fait, elle nous a décrit vraiment, elle amène ses enfants en ville parce que à la Payade, c'est plus possible. En fait, elle a un trop grand temps d'attente. Elle nous a dit carrément qu'il y a des jours CMU où certains orthodontistes, par exemple, ne prennent les patients CMU ce jour-là, pas un autre jour. Donc, voilà, c'est des situations comme ça qu'on a recueilli tout un tas de témoignages dans ce sens. Donc, c'est vrai que pour les médecins généralistes, il n'y a pas trop de problèmes, les rendez-vous ne sont pas super longs. C'est vrai que Montpellier, c'est particulier, il y a quand même une offre de soins qui est grande. Il n'y a pas de maison de santé pluriprofessionnelle à Montpellier parce qu'il y a tellement d'offres. Il n'y en a pas sur Montpellier, ça. Il y en a une maison de santé. Ah ouais. Ah bon. J'apprends alors, mais ça m'intéresse juste. D'accord. Ils sont que... bon, bref. Donc voilà pour donc Faïka qui nous racontait ça. Et en fait, ce qui est intéressant, comme l'a dit Alexia, c'est qu'on aborde les thèmes de santé, mais c'est pas que, parce que de suite après, elle a glissé sur l'école et nous a raconté voilà, la stigmatisation qu'elle ressent dans son quartier, parce que outre le fait qu'elle n'a pas accès à certains soins, elle a l'impression que le programme scolaire est différent à la Payade que dans votre quartier, que tout ce qui est le réseau social en fait est différent. On a Auguste aussi, 74 ans, lui qui est issu d'une pathologie chronique, donc il est en ALD, mais il a pris quand même une bonne mutuelle. Et il nous raconte, voilà, comme ça il a des prothèses dentaires, prothèses visuelles aussi à changer, mais qui renonce à changer ses prothèses dentaires, donc qui garde ses anciennes parce que voilà, il a envie il veut aider ses enfants, il n'a pas envie de dépenser trop d'argent là-dedans. Dans le même style, on a Georges qui habite lui au Mas-de-Revon, 69 ans, il a une mutuelle, alors lui c'est un ancien de l'éducation nationale, donc il a la MGEN, il paye 170 € par mois de mutuelle, et il réfléchit pour ses implants dentaires. Là-dedans, à 2000 €, voilà, ça le fait un peu réfléchir. Donc voilà, toutes ces réalités-là, en fait, on est allé les chercher, les collecter. Donc le but, est-ce que j'oublie pas? Oui, c'est donc, je vous ai parlé, l'accès aux soins variables, le reste à charge important, et il y a aussi l'isolement. Ce qui nous a surtout marqué, c'est l'isolement et le délitement du maillage social, en fait. Les gens qui, au sortir de l'hôpital, se retrouvent en ville avec un besoin d'accompagnement social qui est insuffisant maintenant, et du coup qui se retrouvent dans un certain sens isolés dans leurs problèmes de santé. Voilà, donc nous, ça c'est une partie donc, de notre travail, c'est de collecter toutes ces propositions, tous ces témoignages pour ensuite venir à faire des propositions. Donc comme l'a dit Alexia, on s'est basé sur le livret santé de la campagne présidentielle. Donc on est parti de là, c'était un point de départ. Et c'est vrai qu'il y a certains axes que vous avez décrits ce matin, notamment sur la prévention, sur la démocratisation d'un système de santé. Je ne vais pas vous dire tous les titres, mais voilà, sur 100% sécu. Donc nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une métropole, quelles sont les compétences de la métropole, parce que c'est pour ça qu'on travaille dans notre groupe d'action du coup, c'est à dire, bon, on a cette réalité, qu'est-ce qu'on peut proposer, donc au plus près de nos convictions et au plus près des besoins de la population, quoi. Donc bon, ça c'est la phase d'après. On a déjà tiré on a déjà quelques idées. Il y a cette idée de mutuelle municipale qui est, alors on est pour 100% sécu, mais on est là au niveau municipal. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? On ne peut pas instaurer 100% sécu, donc il y a Montreuil qui a lancé déjà une mutuelle municipale, donc on peut s'inspirer de cet exemple-là. C'est aussi dans le programme, en fait, dans la charte, il me semble, de la programmée des municipales la charte pour les listes municipales de la France Insoumise. Donc on se dit, ça correspond aussi à l'état d'esprit du mouvement qu'on représente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ce qu'on a bien aimé donc,
dans le livret santé, c'est au niveau de la démocratie, au niveau d'un système de santé plus démocratique, c'est la création des conseils sanitaires de quartier. C'est aussi un moyen, ça ressemble, la caravane santé, c'est le premier pas vers ça en fait, c'est-à-dire repolitiser la santé, redonner aux gens, aux plus proches dans le plus petit territoire, quoi, le quartier, la possibilité de décider de leur santé, de ce qui est bon pour eux, parce qu'il y a de telles disparités entre un quartier et l'autre que les problématiques ne sont pas les mêmes et qu'on peut difficilement avoir une solution générale, même pour une ville comme Montpellier, pour tout le monde. Donc voilà les idées, les idées sur lesquelles on souhaite travailler ensuite. Donc on va continuer nos caravanes. Donc il y en aura une prochaine en avril sans doute. Donc on vous invite, alors le lieu n'est pas déterminé. Notre intention, comme l'a dit Alexia, c'est d'aller un peu dans tous les quartiers pour se rendre compte des différences. Après, si vous avez, vous, des besoins, si vous voulez venir avec nous, donc vous verrez, on s'amuse quand même, donc vous êtes les bienvenus. Si vous voulez, s'il y a un quartier, si dans votre quartier vous avez envie d'avoir cette expérience-là, contactez-nous et on peut venir avec plaisir organiser ça. Et voilà, donc on essaye de garder le film, mais bon, comme voilà, on a des activités aussi, on est sur une caravane tous les 2 mois à peu près. Bon, on va essayer d'accélérer peut-être après les européennes, parce que il y a plein de choses qui prennent du temps entre le travail, les mouvements sociaux, tout ça. Mais bon, on avance. Et donc après, les perspectives de travail de notre groupe, c'est maintenant la rencontre avec des experts locaux pour confronter nos propositions. Et voilà, le but, c'est d'être dans le réel de ce qui d'être dans le réel, de ne pas faire que de l'idéologie au niveau de la santé, parce qu'on sait sûr qu'on a des idées, mais il y a un contexte local. Et du coup, d'avoir quelque chose de faisable et de sérieux à présenter après à ceux qui représenteront nos couleurs aux prochaines élections municipales, parce que c'est le but de notre GA, mais après le travail il est ouvert pour tous. Voilà, c'est d'utilité publique, on estime. Voilà, merci. Bonjour, nous allons vous parler d'un appel qui s'appelle l'appel du 7. C'est un collectif et nous parlerons tous les 3. Moi je fais la présentation, toi Olivier tu vas parler de la situation et toi tu vas parler de l'engagement. On appelait ça une place pour tous, digne. L'appel du 7 s'est créé il y a 1 an dans un institut médico-éducatif, l'IME Lapinède, à Jacou. C'est un lieu d'accueil de jeunes majeurs et adolescents en situation de handicap psychique, psychotique et autiste. Des éducateurs, des psychologues et des médecins, par leur écoute et leur attention, les accompagnent vers un mieux-être et une insertion pré-professionnelle. Quel est le constat? L'appel du 7 se fonde sur les constats suivants. Les parents demandant une place à l'UME doivent attendre 4 ans. Cette longue attente reflète, hélas, l'état actuel national dans tous les établissements des secteurs du social, du médico-social et du sanitaire. Nous assistons à des fermetures de places d'accueil, surtout en psychiatrie, une réduction considérable du budget et une diminution des moyens humains. Il en résulte une surcharge de travail des soignants et des travailleurs sociaux à bout de souffle, qui ne peuvent plus assurer la qualité du soin. Le mot dossier remplace quelquefois le mot personne ou le mot nom de famille. Il faut prioriser, nous dit-on, et c'est l'aspect relationnel qui se retrouve déserté, car bien que fondamental, ce besoin ne se voit ni ne se montre de prime abord. Les professionnels ne retrouvent plus dans leur fonction actuelle l'idéal qu'ils se font de leur métier. Il y a une perte de la solidarité et d'un idéal de société. Le management, les procédures et le prêt-à-penser remplacent peu à peu la réflexion sur le sens nécessaire au respect de la dignité de la personne. Nous avons mené une enquête auprès des familles, des parents en attente d'une place pour un établissement, pour leur enfant. D'abord, il faut comprendre que quand une famille obtient un accord d'orientation dit notification, cela ne signifie ni une prise en charge effective,
ni une place dans un établissement adapté à la pathologie de la personne. Ce sont souvent des ersatz de place, en attendant mieux, et encore, il faut attendre. Dans les familles, il en ressort une grande détresse, avec l'arrêt de travail pour l'un des deux parents. Une séparation dans le couple arrive une fois sur deux. Les dépenses ne sont pas couvertes à 50%. Il arrive aussi que les parents ne soient plus soutenus par la famille élargie. Nos valeurs et nos propositions, l'appel du 7 est constitué de professionnels, de bénéficiaires, de parents et de citoyens concernés. Dans un pays des droits de l'homme, nous sommes indignés des choix de la politique sociale et sanitaire. Nous souhaitons faire vivre des espaces de parole, laissant place à la subjectivité, à la rencontre, à la singularité. Au-delà d'un savoir-faire technique, il s'agit d'un engagement en termes de relations humaines. Nous proposons d'ouvrir une réflexion commune dans un esprit démocratique afin de proposer, de concevoir et d'induire des améliorations concrètes. Je passe la parole à Olivier. Bonjour, donc je vais faire un témoignage. La seule chose que j'ai changé, c'est le nom de mon enfant, parce que c'est moi qui ai écrit l'article. Alice, ma fille Benjamin, 18 ans déjà, est née la dernière année du XXe siècle. Un siècle qui aura vu de grands progrès dans la prise en charge des handicapés mentaux, des progrès dans le soin, des progrès dans la prise en charge publique, des progrès dans l'ouverture du système institutionnel à la société civile. Alice est née enfant ordinaire, et plus tard, avant ses 2 ans, elle s'est révélée extraordinaire, une enfant différente. La vie familiale est devenue plus intense, difficile, complexe, riche, avec son lot d'errements, de souffrances, de joie. Je suis heureux qu'Alice soit née en l'an 2000. Si elle était née 15 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'elle aurait pu recevoir la même aide médicale et médico-sociale que celle qu'elle a reçue depuis 2003. Je suis même sûr du contraire. À la suite d'un premier diagnostic en psychomotricité, ça n'avait pas bien commencé, et puis la pédiatre qui s'occupait d'Alice a eu la bonne idée de nous adresser au CANSP. Le CANSP, ça veut dire Centre d'action médico-sociale précoce de Saint-Éloi. Débute une approche médicale globale de notre enfant, avec consultation psychologique, psychomotricité, éducation avec la méthode Montessori en complément d'une intégration à l'école maternelle. Nous, les parents, avions aussi droit à des séances de soutien psychologique et d'explication, et nous en avions bien besoin. 3 ans plus tard, Alice a 6 ans. Le CANSP ne peut plus la prendre en charge et il faut qu'elle puisse intégrer le service NPEA. NPEA, ça veut dire médecine psychologique enfants et adolescents, toujours à Saint-Éloi. L'attente, la négociation entre services de l'hôpital nous font prendre conscience du manque de moyens. Alors qu'Alice intègre finalement le NPEA pour un peu plus de 2 demi-journées par semaine, elle ne peut pas être prise en charge en séance individuelle par un ou une psychologue du NPEA, faute d'effectifs. Et c'est un arrangement spécial avec le CANSP, puis avec un autre service, qui permettra à Alice de continuer à être suivie par la psychologue qui l'avait accompagnée depuis ses 3 ans, pendant 3 années encore. La tendance à ce moment-là à l'hôpital est de prendre de moins en moins de soins en charge. Lorsque la psychologue arrête le suivi, le NPEA nous renvoie vers un pédopsychiatre en libéral. Puis le NPEA renvoie en libéral pour la partie psychomotricité, tout en continuant d'accueillir Alice 2 demi-journées par semaine. Nous avons de la chance. Après la maternelle, dont elle ne pourra pas faire la grande section, trop difficile, Alice continue sa scolarité en CLIS. On dit maintenant ULIS, Unité d'inclusion scolaire. Alice atteint l'âge de fin de l'école primaire. Il nous faut envisager la suite, inclusion au collège ou institut médico-éducatif, donc ce qu'on appelle IME. La fin de la prise en charge au NPEA se décide pour bientôt et le NPEA nous oriente plutôt vers l'institut médico-éducatif. L'intégration d'Alice au collège, alors qu'elle ne sait pas encore bien lire, nous semble difficile. Avec l'équipe éducative, nous demandons l'orientation en institut médico-éducatif qui est accordée. Le NPEA s'oriente, lui, vers une gestion de la phase aiguë des troubles. Donc, pour ceux si vous savez comment le NPEA a évolué, mais donc il s'est plus orienté vers les troubles du comportement. Voilà, et donc il y a un certain nombre de choses qu'il faisait avant qu'il ne fait plus. Alors qu'Alice attend toujours une place en IME, le NPEA cesse la prise en charge en décembre 2012. L'IME Les Oliviers avait renvoyé son dossier sans même prendre la peine de mettre Alice sur une liste d'attente, avec une lettre invoquant un problème d'effectif et son âge élevé.
Heureusement, après un stage en février 2013, l'IME La Pinède, le seul autre IME adapté dans le secteur, a donné son accord définitif à une intégration en juillet 2013. Ouf, il suffisait qu'une place s'ouvre, il s'en est ouvert une après 2 ans d'attente. 2 ans d'attente. Maintenant, ce serait dans le même cas de figure 5 ans. Il y a plus d'enfants et de jeunes en liste d'attente aujourd'hui qu'il n'y a de places au total dans cette IME. Je ne sais pas comment nous aurions fait. Comment Alice aurait pu supporter une prise en charge inadaptée alors qu'elle vivait les changements difficiles de l'adolescence. Je ne sais pas comment font tous ces enfants. Excusez-moi. Tous ces parents qui doivent attendre. Alice a pu s'épanouir, grandir, débuter son émancipation au sein de l'IME. C'est ce dont ont besoin tous les jeunes. S'épanouir, grandir, s'émanciper. Si les jeunes doivent devenir responsables d'eux-mêmes selon leurs moyens, alors la société doit faire face à ses responsabilités pour que cela soit possible. À 17 ans, Alice a appris l'origine génétique de son handicap. Une mutation qu'on appelle de novo. Donc, ça veut dire que les parents ne la portent pas. Grâce au suivi régulier du service de génétique, grâce à l'engagement de médecins pour mobiliser les données médicales des patients qui le souhaitaient, afin de faire des recherches avec des dispositifs nouveaux. Bien sûr, c'est capital pour elle de savoir. C'est capital aussi pour toute la famille. Et pourtant, nous avons l'impression que cette information, nous la tenons à l'engagement de personnes, à l'opportunité d'un programme de recherche, dans un système hospitalier mis sous tension par les préoccupations de rentabilité, alors que ce qui en fait la valeur, ce sont les soignants, les personnels d'appui aux soignants, les collectifs de travail. La situation du manque de places disponibles dans des structures adaptées à l'épanouissement et aux soins des jeunes handicapés mentaux dans l'Hérault est absolument scandaleuse. Cela révolte les professionnels, laissant la souffrance enfants et parents. C'est pour cela qu'une initiative collective a conduit au rassemblement d'un grand nombre de professionnels et d'usagers sous le nom L'Appel du 7. Le constat de carence était fait partout, pour les jeunes, pour les adultes, dans le secteur du soin, du médico-social, de l'aide sociale à l'enfance et aux familles. Admiratif de ce que je voyais à l'IME La Pinède, conscient de ce que ma fille doit à une structure et aux gens qui la font vivre, je ne pouvais pas ne pas me sentir concerné par l'appel du 7. C'est pourquoi je participe à Réunion, c'est pourquoi je témoigne aujourd'hui. Nous sommes heureux de la situation d'Alice aujourd'hui, pourtant, malgré une prise en charge adaptée assez tôt, Alice a souffert. Nous, ses parents, avons souffert aussi, entre remise en cause de toutes nos certitudes initiales de parents, inquiétude pour les soins, énergie à consacrer à Alice et aux institutions, au détriment parfois de nos propres vies. Le passé n'est pas le meilleur des mondes. Mais encore une fois, nous mesurons la chance relative que nous avons eue par rapport à ce que nous avons lu dans les réponses qu'ont fait les parents à ce questionnaire dont a parlé Claude. C'était beaucoup de détresse, de colère, de difficultés familiales et économiques. Alice a bénéficié d'un accompagnement par l'hôpital pendant 9 ans. L'État ne s'est désengagé que progressivement de ses responsabilités de soins. Et je vais finir avec une chose que vous connaissez sans doute, qui sont les AVS. Avec la loi de 2005, l'État a inventé les AVS. Ce sont des personnes courageuses, souvent compétentes, avec un statut très précaire. Mais est-ce que l'intégration des handicapés par le système D doit être le seul horizon de notre société? Faut-il que le rationnement des places en structure adaptée soit le système indigne de modération des dépenses pour les jeunes ayant besoin de soins? Claude, Olivier et moi-même, nous nous sommes rencontrés autour de quelques verres afin de préparer cette intervention. J'habite un peu loin de Montpellier et je fais souvent de la route. Dans ma voiture, j'écoute la radio, régulièrement France Inter et quelquefois l'heure bleue de Laure Adler. J'aime sa voix, son rythme, son actualité, etc. Donc un soir, après avoir échangé avec mes deux compères et les avoir salués chaleureusement, je prends mon véhicule, j'allume ma radio et j'entends la voix si caractéristique de Madame Adler. Elle lit l'extrait d'un livre qui m'interpelle. À ce moment, je ne savais absolument pas de quoi j'allais venir vous causer. Cet extrait était tiré d'un livre d'Arthur Lockman, La vie solide. Il résonnait en moi comme une métaphore sur la façon dont je concevais mon métier d'éducateur. J'ai donc tout naturellement souhaité vous le faire partager. J'ai appris à penser matériellement, en me servant de mes mains et en admettant le verdict des choses.
J'ai appris à penser mes gestes, à anticiper les séquences de travail, à envisager les projets non dans leur globalité, mais tout en sachant que les problèmes se jouent dans les détails, à faire et à ne pas avoir peur d'expérimenter, à ne pas miser sur le talent qui brille un instant, mais sur une certaine forme de labeur qui ancre dans le corps. Et j'ai appris tout cela, peu à peu, très lentement. Voilà un peu comment je conçois mon travail. Je me sers très souvent de mes mains, elles aussi parlent très fort. Prendre les deux pour en serrer une chaleureusement, une délicatement posée sur une épaule en signe de connivence ou de solidarité, les deux qui tiennent bon pour tenter de contenir une colère ou une révolte, etc. etc. J'admets aussi le verdict des choses. J'admets la différence car elle est richesse, elle est débat. Par contre, je vomis l'indifférence. Je n'envisage jamais les projets dans une globalité car j'essaie toujours de garder à l'esprit l'individualité, l'individu. J'expérimente, bien entendu, quelquefois je ne fais même que ça. Et pour finir, je ne mise absolument pas sur les feux de paille ou les tendances. Je ne supporte pas les recommandations qui deviennent des injonctions. Voilà à peu près quel genre d'éducateur j'essaie et quelquefois j'espère être. À noter qu'Arthur Lockman est un jeune charpentier qui a délaissé ses études de droit et de philosophie. Je le note car sans aucune prétention et sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir, j'ai quelquefois l'impression d'être un des charpentiers de la vie des personnes dont j'ai la responsabilité. Actuellement, dans l'établissement où je travaille, un drôle de mot vient bouleverser notre petit microcosme, le CEPOM. En fait, ce n'est pas un mot, c'est une sorte d'acronyme, comme il en existe de plus en plus dans notre jargon. Il veut dire contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Voici la définition de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. De manière générale, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens traduisent la volonté de renforcer la dimension stratégique de la tutelle ministérielle en s'orientant vers une démarche de contrat et d'évaluation de la performance. Le directeur général de chaque ARS contractualise avec la ministre en charge de la Santé en signant un CEPOM d'une durée de 4 ans et révisable chaque année. Article L.1433-2 du Code de la santé publique. Élaboré en 2010 au moment de la mise en place des ARS, les CEPOM, dits de première génération, s'articulent autour des 3 priorités nationales. L'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé, la promotion de l'égalité devant la santé et le développement d'un système de santé de qualité accessible et efficient. Ces priorités se déclinant elles-mêmes en objectifs principaux mesurés par des indicateurs opérationnels communs à tous les ARS auxquels sont associées des cibles pluriannuelles chiffrées. Les CEPOM font l'objet d'un suivi annuel par le biais d'un dialogue stratégique annuel avec chaque agence régionale de santé dans le cadre d'une réunion du Conseil national de pilotage, CNP, et des équipes de direction des ARS. Contrat, objectifs, performance, indicateurs, opérationnels, cibles, stratégie, etc., etc. Vous conviendrez qu'on s'éloigne un petit peu de mes aspirations de travailleur social et que l'on ne parle pas vraiment la même langue. Je ne sais pas en quoi tout ce merdier va consister, mais je pense que Claude doit bien être content de partir à la retraite. En fait, on peut imaginer que c'est une vaste fumisterie, un enfumage qui peine à nous faire croire que l'État s'occupe des plus démunis. Alors ma directrice générale et mon directeur, eux, sont très excités. C'est un super outil, disent-ils, il va nous donner une grande marge de manœuvre, nous maîtriserons mieux nos budgets. Pour eux peut-être, mais moi je crois que je vais plutôt remplir des tableaux, cocher des croix, alors que j'ai horreur des tableaux et des croix. Bref, je viens devant vous pour vous dire quelque chose que vous savez déjà, on nous prend pour des cons. Alors, réellement, qu'est-ce qui m'amène devant vous? C'est un peu Claude, un peu Olivier, un peu l'appel du 7, mais beaucoup l'indignation. Une indignation qui m'habite de plus en plus fort. Alors je ne peux que convoquer Stéphane Hessel qui disait il y a quelques années: il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où on le remet en question, où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Toutes choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la résistance. Cette phrase qui résonnait dans son opuscule « Indignez-vous » n'a jamais été autant d'actualité que maintenant. Elle l'était déjà sûrement un peu en 2010 et j'espère qu'elle le sera un peu moins en 2020. Si j'ai voulu parler d'indignation, c'est que je crois que son temps est révolu. Cela ne suffit plus de s'émouvoir à la lecture des journaux, à l'écoute des radios. Cela ne suffit plus de s'offusquer devant des injustices. Aujourd'hui, il faut plus. Il faut de la mobilisation, de l'engagement. Il faut ensemble infléchir ces politiques qui laissent des personnes dans la souffrance et sur le bas-côté.
Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Si je me souviens bien, cette insurrection que Stéphane Hessel appelait de ses voeux ne pouvait être que non violente. Et c'est donc ainsi, par de la création, par des pas de côté, que des changements durables sont possibles. C'est le sens de mon engagement dans l'appel du 7, car comme le disait l'autre, ce n'est pas le bruit des bottes qui effraie, c'est le silence des pantoufles. Mais si aujourd'hui, comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira, nous aurons le levain pour que la patte lève. Comme vous avez pu le constater, j'aime les citations, je vous remercie pour votre écoute et j'espère à bientôt. La loi de 1901, c'est l'égalité des enfants à l'école pour tous. Or, quand je travaillais, j'étais en pédopsychiatrie, 20 ans pour que l'éducation nationale envoie un instituteur, parce que sinon, c'est un infirmier qui est un ancien instituteur d'Algérie qui faisait l'école aux enfants. Donc il y a tout un passé comme ça. Ce que je veux dire qu'en 83, quand le tournant libéral s'est pris avec Mitterrand, il a été écrit des politiques publiques et ils ont précisément dit qu'il y avait 2 à 3 générations pour passer des soins à l'hôpital à liquider, ça s'est fait assez rapidement, en une génération, et venait à peine de voir le jour, comme je vous ai dit ce matin tout à l'heure. Et puis en plus, l'IME, parce que la visée libérale du soin, c'est l'enfant, il est à l'école, et puis il va chez le kiné, il va chez le psy, etc. Et puis ça coûte moins cher, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hôpital coûte cher, etc. C'est d'une simplicité monumentale. Ça veut dire qu'exactement comme pour le reste, s'il n'y a pas une mobilisation, tout ça est en lien. C'est-à-dire que effectivement, leur vision est claire. Ils ont été écrits, ça a été déroulé, et on se donne 30 ans pour liquider le truc. Et donc les IME vont y passer, comme l'hôpital, on parlait de MPEA, qui résiste, qui fait 2 demi-journées, etc. Mais moi j'ai connu la MPEA qui soignait. Maintenant, elle fait du diagnostic. Donc Hervé Bocosa, que vous voyez à côté de moi, est un homme que j'apprécie beaucoup parce qu'il est toujours bronzé. Donc ça donne quand même beaucoup d'envie, ça vous renvoie une image assez positive. Mais non, je ne me souviens pas de cette première rencontre, je m'en souviens d'une autre, mais qui était à la même époque, puisque c'était en juin 2003, la première fois pour les états généraux de la psychiatrie. J'étais venu parce que dès qu'il y avait le mot état généraux, c'était un mot à l'époque qui était assez tentant. Et puis ce qui était un peu bizarre, c'est que c'était quand même un psychiatre libéral. Et quand même, la psychiatrie qui était importante dans ces 50 dernières années, c'était pas la psychiatrie libérale. Certes, il y avait des locaux, des lieux importants, mais bon, ce qui s'était joué essentiellement depuis les années 50, c'était dans la psychiatrie publique. Et je me disais que c'est quand même marrant que ce soit un psychiatre libéral qui soit un petit peu à l'origine de ces états généraux. Et j'ai découvert quelqu'un qui avait une qualité assez rare, bon, puisque donc il faut toujours faire des compliments, hein, et d'autant que les gens prennent assez bien les compliments, et celui-là n'était pas tout à fait faux, c'est qu'il y a un vrai problème dans les professions de santé, ou surtout chez les médecins, et encore plus chez les psychiatres, c'est des grands individualistes. Et donc ce qui m'avait frappé lors de ces états généraux, c'était le côté très collectif, qui transparaissait un petit peu dans les propos que pouvait tenir Hervé, même si j'étais pas, c'est pas que j'étais pas d'accord, mais bon, lui était très optimiste sur la suite des états généraux. Malheureusement, j'ai eu un peu raison que lui, mais bon, ça c'est pas grave. T'as toujours raison. Non. Et donc voilà, et après c'est vrai que on s'est retrouvés ensuite lors du collectif des 39, c'est-à-dire en décembre 2008, et c'est vrai que ça avait été un moment important et pour moi. Parce qu'on avait suscité la création d'un petit groupe de psychiatres pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ces années-là. Et c'était très troublant parce que, comme journaliste qui allait dans quelques endroits, j'avais été très frappé par la montée en puissance de l'isolement, des services qui se fermaient de plus en plus alors qu'au début, voilà. Et je crois que, même si ça va agacer Hervé, je crois qu'un des gros succès du collectif des 39, c'est d'avoir simplement, et c'est déjà beaucoup, rendu visible quelque chose qui ne... C'est d'ailleurs assez intéressant d'un point de vue sociologique, je dis ça en regardant Frédéric, c'est pourquoi le monde de la psychiatrie, pourquoi même la société ne voulait pas voir que se multipliait la fermeture des services et la contention, et y compris au collectif des 39, puisque il nous racontera peut-être un jour, ça n'était pas gagné d'avance, y compris chez les psychiatres les plus bas. Et que ça a été, je trouve, la grande réussite de ce collectif, qui a été de rendre visible ce qui n'était pas, ce qu'on ne voulait pas voir, ce que le monde ne voulait pas voir, à savoir
ces drôles de pratiques qui se multipliaient. Alors voilà, mais malheureusement, je ne suis pas du tout parti pour vous parler de ça, mais c'est plus d'une autre histoire, parce qu'il m'a gentiment dit que j'avais eu trois passions. J'en ai eu une quatrième un peu tardive. C'était autour des vieux. C'était l'âge qui fait que, voilà, et puis travaillant dans une structure qui est un petit peu particulière, qui s'appelle le Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à Paris. Voilà, j'avais fait toute une série d'études sur ce qui se passait dans les EHPAD, et en particulier, alors c'était toujours un vocabulaire un peu prétentieux, c'était les déterminants éthiques des entrées dans les EHPAD. Et donc, c'était là où on découvrait que, grosso modo, ce sont des chiffres qui sont importants à connaître aujourd'hui, qu'un tiers des résidents, des gens, des vieux qui vont en EHPAD, y consentent, un tiers ne disent rien, et un tiers s'y opposent. Donc c'est quand même assez énorme, c'est-à-dire que, grosso modo, 2 tiers des résidents, ils vont sans un consentement explicite. Voilà. Et c'est un peu à partir de ce constat-là que m'étais remis un peu à travailler un peu sur les personnes âgées, et je découvrais quelque chose de très étonnant, quand même m'occupant de la médecine. Et la médecine, quand même, c'est sérieux, c'est très valorisant, la médecine. Hein, la maladie, c'est sérieux. Et j'étais très frappé, dans ces années-là, de me rendre compte d'une chose, que quand une personne âgée était diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer, il se passait quelque chose de bizarre. C'était, non seulement, normalement, quand on a un diagnostic, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est déjà quelque chose. Et bien non, la seule conséquence était l'exclusion de la personne, la stigmatisation, et y compris dans sa famille. C'est-à-dire que c'était sur le thème, tout ça sert à quoi ? Elle a plus toute sa tête. Alors que c'est ce qu'on verra. En tout cas, je crois que c'est d'ailleurs un des gros défis des années à venir, c'est qu'est-ce qui reste quand on n'a plus sa tête, quoi. Alors qu'il reste toujours quelque chose. Bon bref, tout ça a été que je me suis un peu penché, et puis pour des raisons un peu amicales, etc., j'ai travaillé avec un professeur de gériatrie qui dirige toujours le service de gériatrie à l'hôpital européen Georges Pompidou autour de la maladie d'Alzheimer. C'est en tout début du siècle, en 1901, qu'un neurologue, Alois Alzheimer, voit une femme qui s'appelle Auguste Deter, qui est jeune, qui a 51 ans, qui perd un peu sa tête, qui a plus beaucoup de mémoire, voilà, qui répète un peu toujours la même chose. Ce qui le frappe, c'est qu'elle est jeune. Ce qui est très impressionnant, surtout à noter, c'est qu'au début du siècle, il y avait, non pas encore le triomphe, je parle un peu sous son contrôle, mais Freud commençait à gagner les esprits. C'est-à-dire la psychanalyse commençait à être la valeur intellectuelle dominante. Et les neurologues étaient une discipline qui avait de grosses difficultés. Donc voilà, il fallait, pour eux, les neurologues, c'est une drôle de discipline. Hein. Ça fout des diagnostics. La plupart du temps. Bon, alors maintenant, il y a 2-3 maladies qu'ils arrivent à traiter, mais de toute façon, ils ne servent à rien. Ils mettent le diagnostic, et puis après, il n'y a pas moins. C'est un peu caricatural, hein, je dis, mais voilà. Mais c'est une maladie, c'est une très intellectuelle, quoi. Et les neurologues, c'est de la gueule, quoi. C'est présente. Donc voilà. Donc ce docteur Alzheimer voit cette patiente, il trouve ça un petit peu bizarre. Parce qu'elle est jeune. Vous verrez que c'est un élément très important. Donc elle a juste 51 ans. Quelques années plus tard, mais assez vite, je crois que c'est en 1905 ou 1906, elle meurt. Il part un peu, pour des raisons un peu particulières, il arrive à la retrouver, il fait l'autopsie de son cerveau, et il voit des choses un petit peu bizarres sur son cerveau. Je vous passe ce truc, il y a des plaques, etc. Il dit, bon, ben voilà, pourquoi pas. Mais il y a un chef de service. Qui, à l'époque, est une personnalité extrêmement dominante de la neurologie. Tout ça se passe en Allemagne, et bon, c'était un enjeu scientifique très important. Et lui veut à tout prix, et le pousse à communiquer là-dessus, dans un congrès, et va jusqu'à réécrire un petit peu le premier papier en disant, il y a un cas nouveau qui est arrivé, qui marque l'entrée d'une nouvelle maladie. Et c'est la première fois, on est en 1906, donc ça fait un peu plus d'un siècle. Mais donc, voilà, là on sent bien qu'il y avait une vraie volonté de cette discipline médicale qui était la neurologie, de contrer un petit peu la montée en puissance, voilà, là, aucun laboratoire, aucun firme pharmaceutique qu'on ne peut encore accuser. Et ce qui est très intéressant, c'est que, grosso modo, jusqu'aux années 70, il ne se passe, je simplifie, quasiment rien. Dans la grande presse médicale, scientifique, jusqu'en 76 ou 75, il y a à peine une petite centaine d'articles qui vont être écrits autour de cette nouvelle maladie dite d'Alzheimer.
Juste à titre d'exemple, les 20 années suivantes, c'est-à-dire entre 1976 et 1996, il y aura plus de 45 000 articles qui seront recensés dans la presse scientifique de haut niveau. Donc, vous voyez, il y a un long temps de latence, il ne se passe rien. Il y a eu une naissance d'une maladie à un moment donné, ou en tout cas une émergence dans le champ social. Et il va se passer quelque chose de très étonnant aux États-Unis toujours. Il va y avoir un grand neurologue qui s'appelle Robert Katzmann, qui va, en 1976, faire un article dans une revue très scientifique qui s'appelle Les Archives de la neurobiologie, et qui va dire, et c'est là que c'est un vrai tournant, de dire que finalement, ces premiers malades qu'on a découverts au début du siècle, appelés donc maladie d'Alzheimer, c'est peut-être une forme juste soit avancée ou soit prémonitoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la démence sénile. Et il va faire le mélange en disant que, voilà, grosso modo, la démence sénile et la maladie d'Alzheimer, c'était la même chose. C'est très intéressant parce que donc on est à la fin des années 70, donc vous voyez, il y a des enjeux médicaux, des enjeux scientifiques, mais bon, on peut en rire comme ça, mais bon, c'est normal, et plutôt c'est un peu simple, les disciplines se bagarrent entre elles, etc. Mais ça intervient à un moment aussi très particulier, fin des années 70, début des années 80, c'est là où va commencer dans les pays occidentaux un phénomène tout à fait nouveau, qui est l'allongement de l'espérance de vie après 80 ans. Ça a commencé, mais apparaît, ça veut dire une nouvelle race de gens, non, une nouvelle tranche de vie, c'est-à-dire des gens qui sont très âgés, les plus de 80 ans. Et donc il y a quelque chose de très particulier. Il y a ce phénomène démographique, il y a un phénomène de guerre un petit peu entre les disciplines médicales, et puis il y a quelque chose aussi de très particulier qui est, à partir de ces mêmes années-là, pas la naissance, mais l'installation d'une nouvelle discipline médicale qui, grosso modo, avant n'existait pas, qui s'appelle la gériatrie. Parce qu'avant, on ne s'occupait pas des vieux, on ne les soignait pas. Donc voilà, ils étaient vieux, et puis moi, je caricature et simplifie un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et donc, dans ces années-là, fin des années 70, début des années 80, il y a quelques médecins qui vont simplement commencer à regarder et à se mettre à soigner les vieux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça marche. S'ils ont des problèmes cardiaques et si on commence à s'occuper de leurs problèmes cardiaques, eh bien, ça marche. Donc, cette discipline de la gériatrie, qui commence à prendre son autonomie vis-à-vis de ce qu'on appelle la médecine interne ou la médecine générale, donne des résultats très spectaculaires parce que simplement, pas simplement le soutien, mais le regard un peu clinique va faire naître une réponse thérapeutique, et puis la médecine, on a beau la critiquer souvent, mais elle peut être sacrément efficace pour ça. La médecine, il y a beaucoup de choses en médecine qui marchent. Donc il y a toute cette configuration qui fait que arrive une nouvelle discipline, la gériatrie, arrive une nouvelle population, les vieux, arrive un peu la science, et évidemment, là, très vite, à partir de la fin des années 80, arrive aussi l'industrie pharmaceutique, qui peut-être, plutôt, se dit, mais il y a peut-être il y a un marché, puisque maintenant, les vieux vont être de plus nombreux. Et donc, là, on va arriver à des choses très étonnantes, c'est qu'en 1986, on va ressortir un vieux médicament qui s'appelle la tacrine, qui servait je ne sais trop pas quoi, mais je crois que c'était des difficultés respiratoires pour certains types de patients. Et là, c'est là où on voit que tout est un peu compliqué. Dans la plus grande revue médicale, qui est le New England Journal of Medicine, donc c'est quand même plutôt assez sérieux, un médecin qui s'appelle Sommer, qui est psychiatre, va présenter une étude, et qui est une étude ni fait ni à se faire, d'une vingtaine de patients, qui sont, dit-il au début, diagnostiqués atteints de cette maladie, mais au cours de l'étude, il y en a 5 ou 6 qui quittent l'étude parce qu'ils ne sont pas vraiment correspondants à cette maladie, et puis peu après, il fait des interrogatoires par téléphone, quand je vous raconte ça assez rapidement, et au final, il dit, mais la tacrine, ça marche, il y a des résultats. Et, bon, là, alors, ce qui est la chose très étonnante, et qui est aussi un peu problématique, mais bon, c'est que cette très grande revue de médecine, on publie cet article, et publie selon la hiérarchie aussi un édito à côté. Et cet édito est très important, parce qu'il est signé par une personnalité là aussi éminente du monde scientifique, et qui va mettre en avant deux choses: regarder la science avance, et ajoutant aussi un autre volet, regarder la science américaine avance.
Et donc c'est sur ces deux volets-là qu'il y a une sorte d'appel d'air énorme qui va se lancer. Donc après, pendant une dizaine d'années, vont se multiplier non seulement d'abord des budgets qui vont se libérer, mais surtout, peu après la publication, c'est là où c'est aussi un peu compliqué, le domicile de ce médecin qui a publié va être submergé de patients ou de proches de patients qui vont coucher devant son domicile pour avoir ce médicament, etc., etc. Et au bout de 4 ou 5 ans, l'autorisation va être donnée aux États-Unis comme en France, d'ailleurs très rapidement, pour cette tacrine. Et donc c'est l'ouverture, donc voilà. On a une maladie, on a un premier médicament, on a des firmes pharmaceutiques qui arrivent, on a une population extrêmement demandeuse, parce que bon, le grand âge, c'est quand même franchement pas toujours très drôle, que quel que soit le qualificatif que l'on peut dire sur le vieillissement cérébral, voilà, il y a des symptômes qui sont pénibles, donc une réponse médicale est à cette époque-là extrêmement valorisante. Et puis en plus, quand on est de la médecine quelque part, il y a un côté moderne, il y a un côté positif. Au moins on regarde les choses. Donc voilà. On va quand même apprendre très vite que ce médicament, la tacrine, non seulement ne marche pas, mais qu'il est absolument toxique, en particulier sur le foie, et que la quasi-totalité des patients qui en ont pris vont mourir extrêmement rapidement dans les 6 mois. Mais bon, à cette époque-là, mais c'est une chose, vous allez voir, ouais, mais qui va être très compliquée, parce qu'on est lancé là pour une dizaine d'années où, en même temps que il y a de l'argent avec les firmes pharmaceutiques, il y a toute une série de corps qui s'y mettent, les neurologues, les scientifiques, les gériatres, c'est une discipline, il va y avoir aussi, voilà, il y a de l'argent, et puis les grands instituts et puis les politiques. On ne va pas arrêter dans les journaux, on va passer pour dire bientôt c'est 1 million, c'est 3 millions, c'est 5 millions, c'est 10 millions de malades qui vont être atteints de cette maladie. Nos systèmes je parle de Frédéric, tous nos systèmes d'assurance maladie vont absolument exploser vu le coût de cette prise en charge, etc. La seule solution, c'est évidemment les médicaments. Et ce qui est très intéressant, c'est que les médicaments vont structurer un peu tout cet univers-là, vont structurer cette prise en charge, et avec aussi, quand même, c'est aussi ça qui rend les choses aussi un petit peu compliquées, c'est que se créent des associations de malades. Alors la plus importante, évidemment, aux États-Unis est avec Rita Hayworth, dont vous savez qui donc est atteinte elle de la maladie, et que c'est elle ou c'est une de ses, non, je crois que c'est elle, oui, c'est elle, voilà. Et donc avec on la voit dans une situation absolument catastrophique, très triste, etc. C'est un appel au fond. Bref, et les malades et surtout les proches vont demander à la médecine, apportez-nous un médicament, quoi. Apportez-nous un médicament. Donc il y a toute une configuration qui fait que, voilà, la vieillesse arrive, puisqu'il y a des gens de plus en plus de 80 ans, il y a des médicaments, on va parler bientôt de vaccins, et il y a de l'argent. Et avec aussi cette grande particularité, j'ai perdu le film, mais je sais pas où, il y a des histoires autour de... Mais ça, voilà. Et arrive quelque chose qui est très important, c'est donc on est, je donne juste quelques dates, voilà, donc l'évolution, et là il n'y a pas de doute, hein, c'est très petit, et même à l'époque-là, c'était un peu valorisé d'avoir la maladie d'Alzheimer, au moins on était malade. Voilà. Il y avait quelque chose aussi de réconfortant, en disant, mais voyez, ce cas, les symptômes de mes parents, mais voilà, c'est pas lié, elle n'est pas folle, elle est malade. Voilà. Il y avait quelque chose d'assez qui pouvait être sécurisant, et puis au moins, il y avait des médecins qui s'intéressaient à eux. C'était pas rien, parce que quand même... Et puis arrive un congrès qui est très intéressant, et qui marque un peu une vraie rupture, qui est en 2004, le congrès à Philadelphie, autour de la maladie d'Alzheimer. Oui, je pense qu'il y avait, entre l'arrivée de la tacrine qui va vite disparaître, il y aura 3 nouveaux médicaments qui surgissent, qui vont envahir le marché. Et là, la première fois, est rendue publique une étude qui montre, et là c'est une grosse étude au bout d'un an, sur plusieurs quelques milliers de patients, qui montre que non seulement en comparant un groupe placebo et un groupe en ayant ces médicaments, que non seulement il n'y a pas d'effet positif pour ceux qui prennent le médicament, mais qu'il y a un taux de mortalité multiplié par 3. C'est compliqué, oui, ils vont dire, c'est honteux déjà.
Le fait est, c'est très compliqué, parce qu'en même temps, c'est des personnes âgées, donc qui meurent, ça paraît un peu normal à un moment donné, mais là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et mais là, vous allez voir, ce qui est très étonnant, c'est qu'on est en 2004, donc c'est quand même il n'y a pas très longtemps, et en 2004, personne n'a voulu voir ça. Personne. Tout le monde avait intérêt, les neurologues, les gériatres, les familles, les associations françaises également, voulaient rester, non pas sur ce rêve, mais sur ce modèle qui, grosso modo, un peu rassurait tout le monde. Il y avait des vieux, ils étaient un peu malades, on avait un traitement, il n'était peut-être pas terrible, mais il y en aurait un prochain, continuons comme ça, il y a de l'argent. Nos amis gériatres, c'était pas la discipline, certes elle prenait de l'importance, mais c'était pas la discipline la plus valorisée. Mais bon, comme ils avaient un peu d'argent, ils pouvaient faire de très beaux congrès aux quatre coins du monde. Bref, tout ça fonctionnait plutôt bien. Et donc en 2004, lorsqu'il y a un signal d'alarme qui est tiré, il passe complètement à l'as et tout le monde continue à prescrire ces 3 médicaments, et avec évidemment les tentations très classiques que l'on a avec l'industrie pharmaceutique, qui est de dire au début on va le donner aux gens qui sont très atteints, puis après on va le donner de plus en plus tôt, et pourquoi pas, ne pourrait-on pas envisager de le donner en préventif. On monte les doses aussi. Et on monte les doses, etc. Mais avec aussi, c'est pour ça que bon, là c'est un petit peu caricatural, mais c'est aussi assez compliqué parce que la question des effets secondaires, par exemple chez les vieux, c'est compliqué. Ils ont 5 ou 6 médicaments. Qu'est-ce qui est la cause de quoi? Est-ce que c'est le mélange est-ce que c'est un autre médicament qui va provoquer... voilà. Et surtout que tous les grands pharmacologues disent qu'à partir de 3 voire 4 médicaments prescrits, on ne sait pas ce qui se passe. Donc le métabolisme est tel que voilà. Mais donc, en tout cas, pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2011, on va continuer. Tout le monde va être plutôt assez content. Assez content. Sauf évidemment les patients, parce que le problème, c'est que les médicaments sont ni chaud ni froid. Absolument ni chaud ni froid. On a beau nous raconter tout ce qu'on veut. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que les premiers qui vont s'en rendre compte, c'est les généralistes. C'est les généralistes. C'est pas... Les neurologues ils font un diagnostic, ils renvoient aux généralistes, et les généralistes, ils suivent un peu les patients. Ils voient bien qu'ils peuvent donner la récepte pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ni chaud ni froid, aucun retard, aucun changement dans l'évolution de... Et donc, il y a... Tu connais d'autres médicaments qui n'ont aucun effet, qui sont aussi... Ah oui, beaucoup. Par exemple. Non, mais attends, je peux te prendre... Je peux te prendre un autre exemple, rien que pour provoquer ici, l'homéopathie. Il y a plein de... on va me dire que c'est pas vrai, mais voilà, non, mais oui, il y a plein de médicaments dont l'utilité, j'allais dire, est sociale. Il n'est pas... Je fais juste une parenthèse sur l'homéopathie, après cette phrase un peu caricaturale. On peut penser que les médicaments homéopathes ne servent à rien, mais le fait est, c'est que, grosso modo, les médecins généralistes qui sont plutôt autour de l'homéopathie reçoivent un peu plus longtemps leurs patients, ils sont plus, je sais pas quoi, plus chaleureux, plus hospitaliers. Voilà. Il y a des choses qui jouent, il y a plein d'autres choses qui peuvent jouer. Je ne dis pas, mais ça je ferme la parenthèse. Donc, mais dans le cas de... Ça provoque plein de choses, voilà. Voilà, mais là, l'homéopathie, ça marche très bien, c'est des injures qui fusent. Mais donc, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que dans le cas, comme le cas qui était un petit peu problématique avec les médicaments autour de la maladie des années, c'est que dans les bonnes années, c'est quand même autour de 700 millions d'euros par an de dépenser. C'est beaucoup d'argent. Et donc, voilà, et au final, jusqu'à ce qu'il soit complètement interdit il y a 2 ans, on peut estimer à plusieurs milliards, voire quasi une dizaine de milliards d'euros qui ont été dépensés pour des médicaments qui ne servaient à rien. Mais voilà, donc je passe sur les étapes un peu finales, c'est qu'en 2011, alors que c'est, je crois, Dominique de Villepin qui est alors Premier ministre, qui va déclarer la maladie d'Alzheimer grande cause nationale. C'est aussi l'année où va être lancée pour la première fois la réévaluation de l'efficacité clinique de ces médicaments via ce qu'on appelle la commission de transparence. Il y aura trois périodes, 2011, 2015 et 2017, qui vont évaluer. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début, les arguments, je vous l'ai dit parce que je trouve, moi ça m'a en tout cas comme journaliste qui suit, j'ai appris beaucoup de choses en voyant les arguments. La première évaluation qui reste positive est de dire ces médicaments, comme il n'y a rien d'autre, et comme on a dit la première fois qu'ils étaient efficaces, qu'il n'y a pas de nouvelles études, on ne peut pas dire
qu'ils échangeaient on serait retoqué par le Conseil d'État qui va dire, bah, attendez, il n'y a pas de nouvelles études, c'est la même situation, donc les médicaments doivent rester et bénéficier du même taux de remboursement. 3 ans ou 4 ans plus tard, alors oui, je confonds, je crois que la seconde évaluation, la première est en 2007, la seconde en 2011, et en 2011, on voit bien que ça ne sert à rien. Mais ils mettent en avant quelque chose qui n'est pas nul comme argument, qui est de dire, de donner un médicament, ça crée un lien thérapeutique avec la personne, avec l'entourage. Voilà. Et ils ajoutent aussi autre chose, un autre argument, qui n'est pas aussi totalement négligeable. Ils disent, attendez, quand vous recevez un patient, vous lui dites, vous êtes, ou à sa famille, vous avez ce diagnostic-là, qui quand même, aujourd'hui, à cette époque-là, commençait à être dramatique, que vous ne pouvez pas lui dire, bon, mais salut, vous sortez, j'ai rien à vous donner. Il y avait une telle détresse de la situation que bien des médecins disaient, mais voilà, il faut le prescrire, même si ça ne sert à rien. Et je ne crois pas qu'on peut rejeter cet argument en disant qu'il est totalement bidon. Voilà. Ça renvoie à qu'est-ce que c'est qu'un médicament. Voilà. Et en tout cas, donc, en 2011, le remboursement a été maintenu sur le thème ça ne sert à rien ou très peu, mais ça maintient un lien thérapeutique, etc. Puis bon, en 2015, voilà, il y avait une telle montée de pression qu'il a été décidé qu'aucun avantage, il faut que j'arrête assez vite, mais ça va être assez vite, aucun intérêt thérapeutique, on arrête. Alors, avant de terminer par 2 points, d'abord il faut quand même noter que les associations de malades, les associations de malades, le mot est inexact puisque c'est des associations de proches, en particulier France Alzheimer, est arc-bouté pour le maintien de ces médicaments et la défense. Ils disent c'est une honte. Voilà. Ce sont des gens, voilà. Alors on peut dire qu'ils sont grosso modo en partie financés par l'industrie pharmaceutique, certes, mais bon, ils se coltinent leurs proches, ce n'est pas rien. Et la deuxième chose, qui est alors plus générale autour de cette maladie, c'est que, on avait dit que c'était lié à l'apparition de certaines plaques dans le cerveau. Il y a eu toute une série d'études, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui montraient que c'est pas parce qu'on avait ces plaques dans le cerveau qu'on avait les symptômes, ou c'est pas parce qu'on n'avait pas ces plaques qu'on n'avait pas de symptômes. Donc il y a une très grande difficulté de diagnostic. Et la seconde chose qui est très intéressante, et là qui est un petit peu plus encourageante, avec le vieillissement général des populations dans les pays occidentaux, qu'est-ce qu'on a remarqué dans des grandes études qui avaient été dans les grandes cohortes, comme on dit, de patients, on voit que contrairement au discours catastrophique, le nombre de patients atteints de cette maladie diminue en valeur absolue. C'est un vrai, voilà, que toutes les études sont absolument catégoriques. On est passé de, voilà, que l'apparition de cette maladie est définitivement corrélée avec l'âge, mais que par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans, disons qu'il y avait 5% de gens qui l'avaient à 80 ans, maintenant il n'y en a plus que 3, etc. Et ce qui est mis en avant, c'est quelque chose que je laisse comme ça, qui montre que c'est intéressant aussi de continuer, y compris sur les neurosciences, c'est que l'éducation, plus une société est éduquée, plus, etc., plus la population arrive à trouver, avec l'âge, des sortes de déviations pour pallier tel ou tel manque ou déficit qu'ils peuvent avoir. Et d'où d'ailleurs un vrai problème de lien avec les médicaments que l'on donne pour les maladies mentales, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui la réserve cognitive, c'est-à-dire comme si on avait une réserve dans le cerveau de neurones, que je dis ça très vite, voilà, qui peut être plus ou moins, qui sert à pallier les différents manques. Et cette réserve, elle doit s'entretenir. Bon, tout ça, je le dis un peu rapidement, il y a beaucoup d'articles là-dessus. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation très particulière. On a une maladie, voilà, qui envahit la sphère publique, cette maladie d'Alzheimer. Le diagnostic reste totalement flou. Il n'y a pas de médicaments. Pourtant, ce n'est pas du tout pour nier ce qui se passe. Évidemment, il y a des symptômes. Donc, une des hypothèses est de dire, mais voilà, c'est pourquoi on appelle ça pas plutôt le vieillissement cérébral, que le cerveau est comme voilà, ou bien, sans aussi mettre de côté qu'il peut y avoir des noyaux de génétique, je ne sais trop quoi, il peut y avoir, mais voilà, il y a toute cette hypothèse-là. Voilà. Et je trouvais que de vous raconter cette histoire était intéressante parce que c'était, pourtant, comme le fait remarquer très gentiment Hervé, ça fait longtemps que je m'occupe de la médecine à libération, j'avais jamais vu et jamais réfléchi comme ça comment se construit, comment se définit une maladie.
ça n'est pas que scientifique, c'est aussi social. Et là, donc, grosso modo, on le voit bien, la maladie d'Alzheimer se définit socialement, c'était pas le bon mot, mais d'un point de vue scientifique, elle n'a pas de consistance. Voilà, donc je trouve que ça pose des problèmes. Et juste, je termine, sur l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, elle s'en fout, parce qu'elle avait déjà très largement anticipé le fait que ces médicaments ne marchaient pas, donc elle n'est plus du tout investie là-dedans. Mais donc, il y a un vrai problème, c'est que tous les grandes firmes désinvestissent toute la piste autour du vieillissement cérébral. Pourquoi pas, mais bon. C'est pas les laboratoires universitaires qui sont en état de relancer. Voilà. Donc on est dans une situation un petit peu aussi compliquée que il y a des acteurs qui ont. Bon, mais voilà. Attendez, avant qu'on l'applaudisse, je voudrais lire une partie de sa conclusion de ce livre que j'ai lu attentivement, même s'il n'y croit pas. Mais finalement, qu'en reste-t-il? Un sentiment collectif, l'apparition de troubles cognitifs. Un trouble cognitif, c'est les pertes de facultés, on va dire ça comme ça, est ressenti comme insupportable. Les symptômes, tous les symptômes traduisent un ralentissement cérébral, sont perçus comme intolérables et déclenchent aussitôt une réponse médicale avec des explications scientifiques. La maladie d'Alzheimer a rempli cet espace à tort. L'enjeu est essentiel, montrer que le déclin cognitif fait partie de notre normalité, qu'il ne faut pas le regarder comme quelque chose d'exceptionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas lui donner une réponse avec un accompagnement adéquat. Bien sûr, il y a ceux qui disent que si l'on retire la notion de maladie au déclin cognitif, le phénomène clinique ne va plus intéresser personne. Faux, dirait Favreau. Cela doit au contraire stimuler, sortir la recherche d'un monde biomédical exclusif et l'enrichir de tout ce que les sciences humaines et sociales peuvent nous apprendre, permet de décoder de ce que sont les aléas ou les richesses d'un parcours de vie. Moi, je pense que c'est formidable comme conclusion. Voilà. La maladie d'Alzheimer, est-ce que c'est pas un des grands symptômes du néolibéralisme qui consiste à oublier de traiter la question de l'oubli? Mais attention, il y a des malades mentaux qui n'ont pas besoin de psychiatre ni d'infirmiers. Mais et heureusement, c'est seulement ceux qui décompensent. Ça veut dire qu'ils sont dans une période où ils ne peuvent plus vivre seuls, que nous on les présente. J'en connais plein des malades mentaux et des grands hommes qui vont très bien dans leur... Ils ont réussi leur souffrance, ils ont réussi leur maladie, ils sont des grands paranoïaques, des grands mégalomanes, on pourrait les... Mais tu as vu comme il est parano, mais il va très bien. Quand tu parles de Mélenchon. Ben voilà, par exemple. Tu vois, il n'y a pas de souci. Ils ont réussi leur maladie. C'est quand ils échouent leur souffrance, qu'on est là. Donc si on a la question du lien dans la tête, la maladie de la relation, attendez, qu'est-ce que je peux faire moi comme soignant devant cette personne qui souffre avec lui-même et avec le monde d'un lien, simplement si je ne pouvais pas mettre en acte, en action, la question de quel lien je peux mettre en place avec cette personne. Et là, nous sommes vraiment très mauvais. Je le dis depuis longtemps, nous ne travaillons pas suffisamment cette question. Partout, on dit c'est du relationnel. Mais ça, c'est le Secours populaire dira aussi que c'est du relationnel. Ils ont raison. Mais nous, soignants en psychiatrie, il y a quelque chose qui nous est spécifique. Quand on accueille un grand fou, c'est pas pareil, excusez-moi, qu'accueillir un migrant qui a faim. C'est pas la même position. Même si fondamentalement il s'agit d'un étranger et de l'étrange, il y a une autre chose. Or, cette autre chose est abolie de la formation. Il n'y a plus aucune formation concernant qu'est-ce qui peut être du lien avec un patient psychotique, par exemple. Ça n'existe plus. C'est terminé. Le film que vous avez vu, le film Mercredi soir de Miller, qui a vu le film à la télé? Ouais, vous l'avez vu. Et c'est du... Attendez. À minuit sur la droite. Il y a un film qui est passé qui s'appelle L'abandon de la folie. La folie à l'abandon. Mais c'est... Bon, on en parlera à un autre moment. Mais je me promène sur le port de Marseille, je dis bonjour à quelqu'un, je suis soignant en psychiatrie. Non, je ne suis pas d'accord. C'est autre chose. C'est les constitutions de collectifs par rapport à la folie, la psychose, qui vont permettre de ce qu'on appelle, nous, transfert contre transfert. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a une formation spécifique là-dessus. Parce que quand on rencontre une personne malade, mentale, on ne peut pas ne pas être entamé.
On écoute avec notre intime. Tout à l'heure, l'expression des 3 personnes, là, vous avez vu comment le père et les deux, comment ils nous ont dit, sans dire, qu'ils écoutaient avec leur intime. Et leur intime, il ne peut pas ne pas être entamé par la rencontre avec l'autre qui est fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre qui est fou, il n'a pas de chez-soi. Il a un chez-soi, très souvent, il ne sait pas où est son chez-soi. Et il va faire du chez-soi en rentrant chez moi. Et c'est moi qui va lui proposer du chez-soi pour qu'il puisse s'en faire un petit peu. Et c'est avec ces deux personnes-là que les choses peuvent s'organiser. Or, aujourd'hui, faire sans eux, qui est la grande exclusion organisée, faire sans eux, c'est aussi faire sans moi. Parce que moi, dans mon travail, je me fais du moi avec le sans moi de l'autre. Je vais très vite pour essayer de vous dire quelque chose de soudain. Mais si ça n'est pas parlé, si ça n'est pas travaillé collectivement, n'est pas dans des... Or, aujourd'hui, les réunions d'équipe, par exemple, c'est un symbole formidable. Avant, il y avait des réunions où on travaillait ensemble de ce qui se passait avec un peuple. Terminé, ça ne rentre pas dans les cases. Ça ne rentre pas dans les cases. Bon. 3e point par rapport à la maladie mentale. Je dis toujours, le rapport de chacun à son symptôme. Là aussi, c'est pas comme la médecine. À la médecine, il y a une appendicite, excusez-moi, il faut l'opérer. Il va faire une péritonite. Oui, ça a changé peut-être. Je suis bon. Ça a divisé par 10 le nombre d'appendicites. Tu t'es cassé la hanche, tu t'es cassé... Il s'est bien passé quelque chose quand même. Hein. Tu t'es cassé la jambe, alors je vais voir autre chose. Tu t'es cassé la jambe, on te met un plâtre, on t'opère. Enfin, il y a quelque chose à faire. Bon. Un jour, j'étais en formation avec des copains très loin, au Vietnam, là, et il y avait toute une équipe d'internes. L'insomnie. Oh putain, l'insomnie. Ah, l'insomnie, c'est pas rien, hein. Alors, on joue une petite scène de théâtre, parce que moi j'aime bien ces choses-là. Je suis insomniaque. Alors les mecs, oui, est-ce que c'est le début de la nuit ou c'est le milieu de la nuit? Parce que c'est la question centrale. L'Imovan, c'est au milieu de la nuit. Le Stimnox, c'est au début de la nuit. Il y en a qui ont appris ça, les 2 médicaments de l'insomnie. Tatac, tatac, tatac et tout. Et puis quand, depuis très longtemps, bon, très bien, vous avez le médicament? Non, très bien, bon. Et pourquoi vous venez là? Parce que ma femme m'a dit de venir. Bon, très bien. Parce que ma femme ne supporte plus les insomnies. Bon, très bien, tac, tac. Imovan, Stimnox. Tac, tac, tac. On reprend l'entretien, et je pose la question à mon copain. Mais au fait, dans vos insomnies, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, écoutez, docteur, vous savez, je suis prix Nobel de littérature, et à ce moment-là, j'écris mes livres. C'est pas une petite histoire, ça veut dire que le symptôme, si on le prend, mon angoisse à moi va me permettre de faire des choses formidables, mon trouble anxieux généralisé, il va me permettre de ne pas sortir dans la rue parce que j'ai peur de me faire casser la gueule par les CRS aujourd'hui, etc. Ça protège les symptômes, parce que nous, on pense que les symptômes, ça c'est vraiment, il faut, ça sert à quelque chose. Et c'est sûrement, c'est un compromis que l'espace psychique se procure pour moins souffrir. Tout symptôme a pour objet de moins souffrir. Quand on aura compris ça, on dira, pas comme la nouvelle psychiatrie, il faut abraser les symptômes. On n'abrase pas un symptôme. Contrairement à la médecine traditionnelle, où effectivement, quand j'ai ma jambe cassée, je ne vais pas rester avec un petit bout de jambe cassée. On va essayer de faire que je n'ai plus une jambe cassée. Quand j'ai une angoisse, on fera tout pour laisser un petit peu d'angoisse au patient. Et là, on en arrive aux médicaments. On va revenir aux médicaments. Je fais très vite parce que je vais parler. Tu m'arrêtes, hein, moi je parle des heures. Bah. Les médicaments. Nous, on nous a appris que quand quelqu'un était délirant, eh ben, c'est vrai qu'il fallait donner un traitement médicamenteux parce que ça aide. Les médicaments aident, heureusement, les labos, on fait des progrès, etc., etc. Donc on donne un traitement médicamenteux. On nous a appris que si au bout de 6 mois, ça allait bien, eh ben, on arrêtait le médicament, on verra bien. Et puis s'il revenait au bout de 3 ans refaire une bouffée délirante, alors on est un peu plus inquiet et on va peut-être prolonger un peu le traitement. Et puis 2 ans, 3 ans après, on va dire, bon, peut-être qu'on va l'arrêter, votre traitement, etc., etc. Et c'est fini. L'enseignement de la psychiatrie aujourd'hui pour les jeunes frontales en psychiatrie, le médecin, quelqu'un fait un jour une bouffée délirante, le traitement, il est à vie. Pourquoi? Attendez, pourquoi? Pour pas qu'il risque de redécompenser. Et moi, je trouve que c'est vraiment une saloperie, mais une fumisterie dégueulasse. Pourquoi? Quelle est la vie d'un jeune patient de 20 ans qui va rester 3 ans sans médicaments? Qui peut-être, au bout de 3 ans, va redécompenser? Pas impossible, ils ont peut-être raison les labos. Mais vous vous rendez compte la différence qu'il y a psychiquement pour un jeune
de ne pas avoir de traitement pendant 3 ans avec un jeune à qui on dit tu as un médicament pour la vie. C'est là où peut-être on pourrait travailler des liens avec l'Alzheimer. C'est extraordinairement différent. Or, les médecins aujourd'hui, moi le premier, je n'osais plus arrêter les traitements. Parce que il y a eu à Marseille une histoire comme ça il n'y a pas longtemps. Un médecin avait fait un traitement qui n'était pas adéquat, paraît-il, il est allé en justice. Comme les règles de l'HAS, l'HAS c'est la haute autorité de santé formidable et merveilleuse, qui nous édifie des règles neuroscientifiques, dire il faut un traitement à vie. Si moi, psychiatre, je prends le risque de ne pas mettre un traitement à vie, c'est là que je suis menacé d'être condamné. Et c'est là que la dimension éthique dont je vous parlais au départ est en train d'être bafouée en permanence, parce que en psychiatrie, je suis désolé, il y a un trépied. Alors, qui parlait des 4 pattes? C'est toi. Moi, j'ai 3 pattes en psychiatrie. Là, quand on rencontre un patient, que ce soit un infirmier, un psychologue, ce qu'on voudra, il y a une règle d'or. Enfin, pour moi, en tout cas. C'est une question éthique, mais ce mot-là, il est galvaudé, il est épuisé. Alors, on va dire autre chose. C'est une question, je ne sais pas quoi. Il y a trois choses. C'est le doute. Le savoir psychiatrique n'est pas un savoir, n'a rien à voir avec un savoir médical, je le maintiens. C'est pas le même savoir. Il y a un savoir, mais c'est un savoir qui est empli de doutes. C'est le cœur de notre positionnement. Le risque. Si j'ai un patient à mon cabinet ou à l'hôpital qui est très dépressif, et je lui dis au revoir, alors qu'il va parler pendant une demi-heure de son risque suicidaire, je me pose la question de savoir si je laisse partir ou pas. Je suis dans le risque. Mais si je ne prends pas de risque, que se passe-t-il? Troisièmement, l'engagement. Il n'y a pas de soins en psychiatrie sans que l'intime de la personne soit engagée. Mais pour que l'intime soit engagée, il lui faut des conditions de travail, des conditions de rapport avec ses collègues, avec l'hôpital, un minimum qui leur permette d'avoir un minimum d'indépendance psychique, d'indépendance professionnelle, de réassurance narcissique. Si je peux prendre un risque, si j'ai un doute, et si je m'engage, si je n'ai pas ces 3-là, je ne suis plus un soignant en psychiatrie. Je suis un technicien de la psychiatrie qui est en fonction. Vous me remplissez votre petite chose là. Triste de 1 à 5. Non mais c'est vrai. Et c'est pas de la connerie. Hein. Insomnie de 1 à 5. Il y a 20 critères. Après on fait la somme. C'est l'échelle de MADRS, hein, elle existe. On fait la somme. J'ai 23, entre 23 et 25, c'est 2 cachets. C'est pas de la connerie, c'est l'enseignement de la psychiatrie aujourd'hui. Pourquoi on en arrive là? Je termine. Qu'est-ce qui se passe pour que notre discipline qui était reconnue dans le monde entier, qui était une espèce de... Pourquoi on en arrive là? Il faudrait un débat que là-dessus. On ne peut pas oublier que la psychiatrie elle est chevillée au corps du politique. Il peut pas... La psychiatrie, quand on veut le... Bonafé, qui était un des plus grands psychiatres qu'on ait connu dans ce pays, disait... Si on juge une société à la façon dont elle juge, c'est fou. Dont elle traite, c'est fou. Ça veut dire que c'est chevillé au corps. C'est comme ça. Et à partir du moment où il y a, depuis 30 ans, une politique désespérément continue de diminution des dépenses publiques, il ne peut pas y avoir de psychiatrie s'il n'y a pas des dépenses publiques consacrées à la psychiatrie. Il faut être clair. C'est pas possible. C'est impossible. C'est un signe formidable. Deuxièmement, cette diminution croissante des dépenses publiques, avec les fausses découvertes des neurosciences. Je vous le dis, je le dis à tout le monde, je peux le dire. Il n'y a aucune découverte en psychiatrie depuis 40 ans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a des médicaments et on n'a rien d'autre. Il n'y a pas. On nous raconte de partout qu'il n'y a rien d'autre. Mais la diminution des moyens permet d'exclure la folie en disant c'est une maladie comme les autres, à qui je donne un médicament et je revois le patient dans un mois et j'en ai rien à foutre de comment il vit et comment ses liens sociaux existent. Ça s'appelle la grande exclusion. Sous un discours d'inclusion. Tout à l'heure je parlais d'inclusion excluante. C'est la même chose que pour les enfants. Il est dans son appartement, il est vachement bien, il est sorti d'auberge. Hein. Il a sa petite piole, il crève dans son coin. L'éducateur, il n'a pas les moyens, il vient le voir 1 fois par semaine. Alors, avant, il vient le voir tous les jours. Maintenant, il vient 1 fois par semaine parce que c'est comme ça. Et puis quoi? Il est inclus. Il est inclus. Et je terminerai sur une chose.
la discipline psychiatrique n'existe pas. La discipline psychiatrique en tant que telle n'existe pas. Elle est un carrefour de toutes les disciplines qui existent. Toutes les sciences humaines, toutes les sciences médicales, toutes les sciences biologiques. Or, et si on oublie ça, si on pense que c'est que du biologique, hein, ou que du psychanalytique, hein, je les mets sur le même mode, hein. Excusez-moi, mais ça c'est encore un autre débat, on est dans le réductionnisme le plus total de l'être humain. Or, ce réductionnisme aujourd'hui qui prend une place fondamentale, il est exactement le même que le réductionnisme, que le système néolibéral tente de nous imposer avec une police politique de la pensée. Je vous remercie.